Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'art d'être. Je suis Émilie et voilà maintenant 5 ans que je vous accompagne à plonger au cœur de vous-même pour avancer vers la version la plus libre, la plus authentique de vous-même, celle que vous choisissez pleinement, en conscience. Et j'ai à cœur avec cette chaîne YouTube de partager avec vous des parcours de vie. Les personnes que vous rencontrerez, que vous allez voir dans ces vidéos, sont des personnes que je trouve inspirantes, des personnes qui, pour moi, peuvent vous aider à franchir le pas, à oser aller de l'avant dans ce qui vous tient à cœur. Donc, je suis très contente de partager tout ça avec vous. Je vous souhaite de pleinement en profiter et je suis bien entendu à votre disposition si vous avez des questions ou un besoin d'aide particulier sur votre propre cheminement. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir à nouveau pour une petite vidéo inspirante d'un parcours de vie. Et aujourd'hui, je suis fière de vous présenter à Alice. Bonjour. Donc aujourd'hui, avec Alice, on va parler d'un sujet qui touche malheureusement pas mal de personnes, mais comme nous le verrons, qui peut avoir vraiment un effet boule de neige, ricochet, super intéressant sur le futur d'une personne. Et c'est pour ça que j'ai convié Alice à cette conversation. Alice, je te remercie énormément d'avoir accepté d'ailleurs de te joindre à cette petite interview. C'est avec plaisir. Si je peux partager mon expérience, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi parce que, comme tu le dis, tout le monde peut vivre cette expérience-là un jour sans y être préparé. Et d'entendre d'autres personnes qui l'ont vécu, ça peut aider justement à se relever plus facilement. Oui. Alors du coup, avant de plonger dans le vif du sujet, qui es-tu Alice? Qui suis-je? Donc j'ai 38 ans, je suis maman de 2 adolescents, 11 ans et 14 ans. J'habite un petit village à côté de Grenoble, dans lequel je suis élue au conseil municipal. Je suis une personne qui aime la vie profondément et qui la vit à 300%. J'aime voyager, j'aime lire, je suis auteure de romans aussi. Voilà, je suis passionnée par la vie et je vais la dévorer à 300%. J'adore. Et moi, je te connais depuis un petit moment maintenant, et pour moi, ce qui m'a toujours fascinée, c'est que voilà, un jour tu me dis, tiens, je vais faire ça, tiens, je vais faire ci. C'est toujours des projets divers et variés, comme aménager un camping-car de A à Z. Et puis hop, c'est fait en 2 temps, 3 mouvements. On a l'impression que rien ne te résiste en fait. En fait, j'aime découvrir les choses. Et pour moi, rien n'est impossible. C'est une façon de vivre, de penser en tout cas. Même si je sais pas faire, je sais que je vais y arriver. Je vais aller chercher sur internet, je vais demander des conseils, fabriquer mon camion, l'aménager, je l'ai fait 2 fois parce que j'adore ça et d'ailleurs j'anticipe une 3e fois bientôt, je pense. Toujours dans le même camion? Dans le même camion, mais au fur et à mesure je l'optimise en fin de compte. Mais voilà, pour moi, j'aime découvrir les choses et par contre quand je les découvre et que je les vis à fond, passionnément quoi. Mais oui, et je crois que c'est comme ça qu'on te connaît, nous, dans ton entourage, on te voit vivre les choses avec passion. Exactement. Et c'est hyper stimulant dans ton entourage. En tout cas, moi, ça m'a toujours touchée. Ok, c'est gentil. Mais oui, avec plaisir. Et du coup, voilà, aujourd'hui, tu écris des romans. Tu es en train de faire une formation pour changer de métier. C'est assez récent. Qu'est-ce qui a apporté ces changements en toi? Alors, c'est justement l'épreuve dont on va parler aujourd'hui qui a fait que j'ai eu besoin de passer par ces étapes-là. J'ai vécu un burn-out dans mon dernier métier, donc qui date de l'année dernière. Et ce burn-out a remis en question toute ma vie. Qui je suis, qu'est-ce que je veux être et qu'est-ce que je veux faire. D'accord. Et donc, l'écriture m'a aidée à surmonter cette épreuve. Donc à la base, c'était une écriture plutôt thérapeutique personnelle pour moi, dans laquelle j'ai fait vivre à mon personnage des choses que j'ai vécues moi. Et finalement, ça s'est découlé en un roman, un livre que j'ai publié. Et donc je continue l'écriture. Un 2e est sorti entre-temps. Voilà, le 3e est en train d'être corrigé. Donc je continue mon cheminement. Et mon burn-out m'a aussi permis de faire un bilan de compétences qui m'a du coup amené à cette reconversion professionnelle. D'accord. Et du coup, ce burn-out, quels ont été tes symptômes et comment tu l'as vécu? Alors très mal, je l'ai très mal vécu. Je crois que c'est la pire épreuve de ma vie, personnellement. Donc j'ai 38 ans,
je vais pas dire que j'ai vécu plein de choses, malheureux, mais ça a été, la période la plus compliquée pour moi parce qu'en fin de compte, j'ai pas compris ce qui m'arrivait et je crois que ça a été ça le plus dur. C'est que, le 2 mai 2023, le jour de mon anniversaire, j'ai pris la voiture pour aller au travail et en fait, en milieu de chemin, je me suis effondrée et à ce moment-là, j'ai pas pu aller au bout. J'ai fait demi-tour, je suis rentrée chez moi et ça m'a valu, quelques mois d'arrêt de travail, voilà, de remise en question de plein de choses. Mais, il y a vraiment eu, le premier symptôme, ça a été, par exemple, de me mettre 45 minutes à sortir de mon lit le matin pour aller au travail. Déjà rien que là, je me dis: «Il y a un problème». De pleurer les dimanches soirs parce que le lendemain, c'est la reprise de la semaine. Voilà et ce jour-là, donc ce 2 mai, hem, mon corps a dit: «Stop» en fait. Il a dit clairement, «Tu peux plus continuer comme ça, quoi» et à ce moment-là, il y a le psychologique qui est là, qui essaye de prendre le dessus, mais le corps, il est au fond du trou, en fait. Clairement, il y a ouais, j'ai pas trouvé d'autres mots, mes premiers symptômes, ça a été vraiment ça, de plus pouvoir. J'ai pas réussi, j'ai été bloquée complètement. Alors avec mon médecin, on pensait que c'était, de la fatigue, donc ça a été un début d'arrêt de travail d'1 semaine, puis prolongé une autre semaine, puis en fait, au cours de la semaine d'arrêt, je pensais déjà à la reprise, donc ça allait pas mieux, donc ça a été des semaines d'arrêt plus longues, puis ça s'est terminé en 1 mois, en 2 mois, donc voilà, c'est une période qui a été vraiment longue, sur laquelle, le plus dur en fait, c'était vraiment, la culpabilité d'abandonner mes collègues de boulot, mais surtout, de: «Mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi?» Moi qui suis une femme dynamique, pourquoi aujourd'hui, je sors plus de mon lit et je peux passer des heures assise sur mon canapé, à regarder le vide et attendre que le temps passe? Comment j'ai pu en arriver là? Et ça a été, ouais, pour quelqu'un qui bouge et qui fait plein de choses dans la vie, ça a été une épreuve, une vraie épreuve. Mais oui, je comprends. Surtout quand on s'y attend pas. Surtout quand on s'y attend pas. Et du coup, quelles ont été les grandes étapes pour toi, pour te relever? Est-ce que, d'abord, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux affirmer que tu t'es entièrement relevé ou est-ce que tu es encore en cours de te relever? Moi, pour moi, aujourd'hui, je suis guérie. Ouais. Parce que pour moi, c'est clairement, c'est une maladie, hein. Le burn-out, c'est quelque chose qui n'est pas forcément reconnu, qui est encore tabou, qui, pour beaucoup de personnes, on n'ose pas en parler, on a peur d'être jugé, de ne pas être compris. Et moi, en l'occurrence, c'est ce que j'ai vécu. Les gens pensent qu'on est fatigué, bon, bah, c'est pas grave, repose-toi une semaine et c'est reparti. Mais en fait, ça va bien au-delà de la fatigue. C'est un surménage complet, en fait. Je saurais même pas comment l'expliquer. En fait, le corps, à ce moment-là, il peut plus, il y a plus d'énergie, c'est une batterie qui est vide, il y a rien pour recharger, même les nuits de sommeil ne suffisent pas, il y a plus d'énergie, il y a plus rien. Donc moi, aujourd'hui, j'estime que je suis, enfin, en tout cas, je pense que je suis guérie, j'en suis même sûre. Je continue à faire attention et donc pendant mon burn-out, j'ai été suivie par une thérapeute que je continue à voir. D'accord. Même à une séance par mois. Voilà, des fois, j'y vais, on discute comme deux copines, j'ai envie de dire. Mais ça me permet de me dire que si un jour il y a un truc qui va pas, paf, je crève l'abcès tout de suite et c'est reparti. Tu restes vigilante en fait. Exactement. Donc je continue ma thérapie, plus à titre voilà, au cas où, mais sans besoin réel. Après, les grandes étapes de mon burn-out, donc il y a eu l'effondrement. Pour moi, il y a vraiment le truc où on ne sait pas ce qui se passe. On sait qu'on maîtrise plus rien, on n'arrive plus à avancer, on n'arrive plus à aller de l'avant, mais on pense qu'on va y arriver tout seul quand même. Il y a vraiment cette étape de se dire, c'est pas grave, ça va passer. On a peur d'être jugé, on a peur de ce que les gens vont dire, les proches aussi, parce que les proches ne comprennent pas, et aussi ne voient pas forcément l'état dans lequel on était avant de s'effondrer. Mes parents, par exemple, ne s'y attendaient pas. Ma sœur, elle ne voyait pas. Enfin, à ce moment-là, moi j'ai des enfants, il fallait que je m'occupe d'eux. Et à ce moment-là, c'est ma fille qui faisait à manger parce que incapable de m'occuper d'eux le soir. Enfin, les devoirs, c'était si vous voulez les faire, faites-les, mais je suis pas là. Enfin, je peux pas vous aider, j'y arrive pas, quoi. Après, il y a le temps qui passe, les semaines qui passent, et puis plus ça va, plus ça continue, et on se relève toujours pas. Et on se dit, il y a vraiment un problème, on souffre à l'intérieur. Moi, j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. C'est des brûlures thoraciques. J'avais qu'une envie, c'était en fait de plonger ma main à travers ma peau et d'aller arracher quelque chose, une douleur qui était au fond de moi, que je ne saurais même pas expliquer, mais qui était là et qui m'épuisait encore plus que j'étais déjà fatiguée en fait. Et il y a eu une étape qui a été primordiale pour moi, qui n'a pas été jolie à vivre, mais qui a été importante et nécessaire, je crois.
Il y a un soir, je suis allée sortir mon chien et puis j'ai dit, mais il faut que ça se termine. Mais dans le sens où je crois que j'ai tout essayé, j'ai fait toutes les réflexions que j'avais à faire. Ça va pas mieux, voire ça va encore pire. Ben, mes souffrances, il faut que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre, quoi, en fait. Et à ce moment-là, on pense au pire. On pense que mettre fin à sa vie, c'est la solution, en fait. J'en ai des frissons quand tu l'évoques comme ça, surtout avec ce que tu nous disais tout à l'heure, que tu es une grande amoureuse de la vie. C'est ça. Donc effectivement, ce contraste, il devait être hyper flippant pour toi. Moi, j'ai eu... c'était une des peurs de ma vie, quoi. Enfin, de pouvoir me dire que moi, Alice, joyeuse, heureuse, qui a tout pour être bien dans sa vie, pouvoir se dire que bon, ben, je vais abandonner mes enfants et puis mettre fin à ma vie parce que à ce moment-là, j'ai aucune autre solution, quoi. Et ça a été un électrochoc. D'accord. Parce que du coup, donc je promenais mon chien sur Treffort, je suis rentrée, j'ai retrouvé mes enfants. Et juste en les voyant, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, je peux pas avoir ces pensées-là. J'ai pas le droit pour eux, j'ai pas le droit pour mon entourage. Même si à ce moment-là, pour moi, c'est ma solution, c'est pas la solution en tout cas. Du coup, c'est ce qui m'a permis de me dire, faut que je me fasse aider. Donc, il y a eu la psy, que j'avais déjà entamée avant ces pensées-là, ces pensées de mettre fin à ma vie. Mais j'étais suivie par mon médecin aussi. Donc, chaque semaine, j'allais la voir. Elle me conseillait les antidépresseurs, que je refusais jusqu'à ce moment-là. Et à cet instant, je me suis dit, en fait, il va falloir que j'y passe, quoi. Je voyais les antidépresseurs comme quelque chose de négatif. Je voyais que le négatif. Je vais prendre du poids, je vais être dépendante de ces choses. Mais c'est la seule solution qu'elle me proposait à ce moment-là, en tout cas, qui pouvait être viable et pouvoir m'aider à avancer. Donc, je suis retournée la voir. Et puis, je lui ai expliqué donc, ces pensées, en fait, ces pensées très noires, c'est très négatives. Et je lui dis, je crois que là, faut que vous m'aidiez, quoi, clairement. J'ai accepté qu'on m'aide. Parce qu'il y a vraiment ce truc de... on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe en nous. Mais du coup, on pense qu'on n'a pas besoin d'aide. Finalement, on se dit, bon, c'est pas grave, on va y arriver. Et il y a eu ce déclic où si on ne m'aide pas, je ne vais pas y arriver de toute manière. Donc, j'ai entamé les antidépresseurs. Les 2 premières semaines, ça a été l'enfer. Et même, elle m'avait prévenu. C'est un peu les effets de l'antidépresseur, c'est que le temps que le corps s'habitue, il y a 2 semaines où on est encore moins bien que ce qu'on était. Donc il y a un soir, je me rappelle, je suis descendue à Vif rejoindre ma compagne et je me suis effondrée au milieu de la route. Je lui ai dit, j'en peux plus en fait là. Mais je savais ce qui se passait, je savais que c'était pas à ce moment-là les mauvaises idées noires que j'avais pu avoir, je savais que c'était les conséquences d'un médicament, qu'il fallait passer cette période-là et après ça irait mieux. Donc ça a été dur à vivre physiquement, parce que c'est vraiment au niveau physique en fait que ça joue. Oui, tout est invisible finalement. Exactement. Tout se passe à l'intérieur. C'est ça. Si c'est exactement ça. Tout le mal-être du burn-out, en fait, c'est tout invisible. Personne, moi, à mon travail, ne s'attendait à ce que je m'arrête. Puis on ne le dit pas forcément, on n'ose pas en parler. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc j'ai démarré les antidépresseurs, j'ai passé cette période de 2 semaines. Et puis ça a commencé à aller mieux. Il y a un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, ah, ça a l'air d'aller. Enfin, c'était une petite sensation un peu nouvelle. Tiens, ça faisait un petit moment que je me levais pas avec ce truc, ça va pas bien, quoi. La journée est pourrie, qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Enfin, il y a un petit espoir qui était là. Donc j'ai continué, puis au fur et à mesure, donc ça a duré de... Moi j'ai commencé mon burn-out au mois de mai, j'ai commencé les antidépresseurs au mois de juin, à peu près, mi-juin. Donc moi il m'a fallu 1 mois et demi pour vraiment réaliser qu'il y avait besoin, quoi. Et puis juillet, je suis partie en vacances avec mes enfants. Donc là, c'est pareil, c'est une vraie coupure, on a envie d'être pleinement avec eux. Physiquement, on n'est pas là. Enfin, physiquement, le corps, il est fatigué, il est épuisé, mais l'envie de profiter d'eux, l'envie de savourer, de retrouver le goût de la vie. Et ils m'ont vraiment poussé à ça, en fait. Mes enfants, oui, pour ça, c'était une bénédiction pour moi, quoi. J'avais pas le droit de lâcher pour eux, mais surtout, ils m'ont montré que la vie est belle, quoi. Et qu'avec elle, avec eux, elle est encore plus belle et ça, c'est chouette, quoi. Oui, j'imagine que votre lien a énormément évolué, changé pendant cette période. C'est ça. Mes enfants ont eu peur. Clairement, ils me l'ont dit. Ils me voyaient dépérir, en fait. Clairement, ne plus m'occuper d'eux, ne plus être capable de m'occuper d'eux. C'est dur, en fait, quand on est parent et de se dire j'ai des enfants, mais
peux pas je suis incapable de m'occuper d'eux à ce moment-là. Enfin, ils se font à manger, la maison c'est le foutoir parce que pas l'énergie de passer aspirateur, de ranger. Le matin, je me lève, je suis en survêt, je suis même pas présentable. Enfin, j'étais plus vraiment là, quoi. J'étais plus la maman qui était tout le temps à fond avec eux, à partager plein de choses. On sortait plus chien, on allait plus faire vélo, enfin voilà, on partageait plus rien. L'étape suivante, ça a été d'essayer de reprendre le travail. D'accord. Donc j'ai repris en septembre. J'arrive le lundi et en fait, donc tout le monde savait que je revenais et personne pour m'accueillir. Je me dis, bon, super, ça démarre bien. Donc je tiens une semaine, je tiens 2 semaines et en fait, c'est reparti pas bien à nouveau, quoi. Je dis, il n'y a rien qui change, j'étais aussi mal dans mon travail, j'étais pas bien. Donc je me suis arrêtée à nouveau. Et là, je me suis dit, faut que je trouve d'autres solutions. Moi, je ne me voyais pas rester en arrêt toute ma vie non plus. J'avais envie d'aller de l'avant parce que je commençais à aller mieux. Donc j'avais pas envie de ce truc qui me dit, bah non, à nouveau, t'es pas bien, c'est pas possible. C'était pas possible pour moi. Il fallait trouver une solution. Donc j'ai pu voir mon manager, j'ai pu échanger avec eux, leur expliquer ce qui allait pas, ce qui allait bien, mettre en place des choses, enfin envisager de mettre des choses en place. Et puis j'ai repris en novembre à temps thérapeutique. D'accord. J'arrive le lundi, personne pour m'accueillir. Nouvelle tentative échouée. Voilà. Mardi, je travaillais pas, mercredi, je travaillais pas, jeudi, je travaillais pas, temps thérapeutique. Vendredi, j'arrive, toujours personne pour m'accueillir. Et là, je me dis, bah, tant pis, en fait, ils veulent pas entendre que ça va pas, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une autre étape dans ma tête, c'est pas grave. Tu vas au travail, tu fais ce que tu as à faire, mais change. Dans tous les cas, change, quoi. Donc, j'avais entrepris à ce moment-là mon bilan de compétences. D'accord. Je me suis dit, si c'est pas ce travail-là, moi, il faut que je sauve ma peau. Dans tous les cas, c'était me sauver ma vie, en fait. Je peux pas rester dans des conditions où je suis pas bien. Donc, bilan de compétences. Je suis arrivée en expliquant à la dame que je croyais pas trop en ce qu'elle faisait parce que à ce moment-là, j'étais fâchée avec le travail. Mais je lui ai dit, je vous fais confiance, c'est votre travail. Je pense que vous allez pouvoir m'aider et me permettre de découvrir un nouveau métier. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert donc, le métier de cartographe que je fais, sur lequel je suis en train de me former aujourd'hui. D'accord, voilà. Ok. Donc ça a été tout un cheminement, trouver une formation, trouver comment la financer, comment quitter mon travail. Et j'ai débuté donc au mois de mai ma formation pour être, alors ça s'appelle technicien en géomatique. C'est équivalent à cartographe, mais voilà. D'accord. Et finalement, j'ai l'impression que cette réintégration dans le monde du travail, elle t'a aussi permis de reprendre confiance en toi, de retrouver ce lien avec tes aspirations, de faire des choix à nouveau pour toi. Oui, en fait, du coup, me remettre dans le monde du travail, ça a été aussi me remettre dans le monde avec d'autres personnes. Ouais. De pouvoir échanger avec d'autres personnes, de pouvoir retrouver un rythme dans ma vie aussi, mine de rien. On a beau dire, le travail c'est la santé, alors je vais pas forcément dire que c'est la santé, mais ça permet de donner un rythme à sa vie aussi, de voir du monde, de trouver de l'intérêt dans ce qu'on fait. Alors moi, étant donné que c'était pas le cas et que ça allait pas, ça m'a permis de découvrir d'autres choses, de faire un bilan de compétences, de m'ouvrir à d'autres métiers, de me découvrir moi aussi, parce que le bilan de compétences, c'est ça qui est bien, c'est... Moi, j'y croyais pas et en fait, je le conseille à tout le monde maintenant. Parce que on fait des tests, on s'évalue soi-même, on cherche qui on est, mais au fond de nous. Parce que finalement, des fois, on a fait les études de lettres, on est prof de je sais pas quoi, et puis on se pose pas la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, alors qu'on n'est pas forcément bien dans son boulot, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Finalement, aujourd'hui, il existe des multitudes de métiers différents, mais on n'a aucune idée de qu'est-ce qui nous correspond. Et oui, donc aujourd'hui tu es dans cette formation, mais il y a un sujet qu'on n'a pas encore évoqué trop, c'est l'écriture. Oui. Où est-ce qu'elle est la place à l'écriture là dans cette renaissance, j'ai envie de dire? Alors aujourd'hui j'ai un petit peu moins de temps quand même, vu que je suis en formation, mais donc pendant mon année de burn-out j'étais en arrêt, donc j'ai consacré énormément de temps, plusieurs heures par jour d'écriture. D'accord. Quand j'ai terminé mon livre, donc au bout de 4 mois, mon premier, je l'ai donné à des personnes pour le relire, pour savoir si mon histoire tenait. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais je fais quoi? Pendant qu'elles le relisent, j'en ai attaqué un deuxième. Tant qu'à faire. Voilà, j'en ai attaqué un deuxième que j'ai présenté à une maison d'édition, les éditions Caplume, en février 2024, qui ont été totalement conquis par mon histoire et qui ont voulu publier mon roman. Donc il y a eu un vrai travail éditorial du mois de mars au mois de juin
où on a retravaillé chaque lettre, chaque mot, chaque formulation, pour que le livre soit, comme dirait mon éditrice, une pépite, quoi. Et qu'il soit, au final, une belle écriture, fluide, et qui donne envie d'être lu par une multitude de personnes. Donc là, je continue à écrire. J'avais attaqué ma formation à ce moment-là. Donc le soir, le week-end, quand je pars en fourgon, je pars avec mon PC. D'accord. Aujourd'hui encore. Mais voilà, c'est... l'écriture, aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal parce qu'il faut que je m'organise aussi dans mon rythme. Et j'ai appris à m'écouter aussi. C'est-à-dire que le soir, si je suis fatiguée, j'entends le fait que je suis fatiguée. Donc je consacre ma fin de journée à me reposer. Alors c'est assez frustrant. Au début, on n'a pas l'habitude de ça, de poser les limites. Mais c'est aussi ce que m'a appris le burn-out. Ouais. Le burn-out m'a appris à écouter mon corps et à écouter ma fatigue, justement à ne pas le pousser au bout de ses limites pour ne pas vivre ça une deuxième fois. Bien sûr, bien sûr. Donc, mais j'ai une petite question par rapport à l'écriture. Est-ce que tu as toujours aimé écrire ou est-ce que c'est nouveau Alors non, j'ai pas du tout écrit. J'ai commencé à lire en 2020. Déjà, c'est tout récent la lecture. Ah oui. Que je dois à ma super autrice Mélissa Dacosta, que peut-être tout le monde connaît, mais qui m'a un jour... j'ai découvert un roman à elle et depuis, je lis énormément. Et quand j'ai rencontré ma compagne, Justine, elle faisait des ateliers d'écriture. D'accord. Moi, ça me parlait pas du tout, mais quand elle revenait le soir, elle me donnait ce qu'ils appellent leur accroche, le sujet de leur atelier d'écriture. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à me dire, tiens, je vais essayer d'écrire sur son accroche, voir ce que je peux faire, quoi. Et je me suis pris au jeu. Et puis, après, c'était des petits poèmes, quand j'ai eu mon burn-out, j'ai fait un texte là-dessus, voilà, j'ai mis des mots, après j'ai tenu un journal intime aussi qui me permettait d'écrire ce que je ressentais. Ne pouvant pas les dire, c'est pas que je pouvais pas, c'est qu'à ce moment-là je pensais que j'étais pas comprise. Donc j'en parlais pas forcément. Donc de l'écrire, ça a été, une thérapie que je me faisais toute seule en fait. C'était une façon finalement de te déposer. Exactement. Et de sortir de ton corps ce qui s'y passait en fait. Exactement. Pour le libérer, lui rapporter certainement de la légèreté. C'est ça. Il y a des fois où j'écrivais et je finissais en larmes. Mais une fois que je fermais mon cahier, ça y est, j'avais enlevé ce petit poids qui était là en moi. Et à ce moment-là, je parlais d'un sujet bien précis. Souvent, c'est un sujet à chaque fois que j'écrivais. Mais ça me suffisait. C'était mon moment où j'avais besoin d'écrire. Et puis Justine, donc ma compagne, m'a dit un jour, mais pourquoi tu fais pas une histoire? Je me suis dit, mais je sais pas faire. Moi, écrire, je fais des petites bricoles par là. Et après, ça a mûri dans ma tête. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et à ce moment-là, j'ai eu mon burn-out qui avait déjà démarré. Et j'avais déjà ce truc où il fallait que j'écrive pour me libérer. Et je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas vivre à mon personnage ce que je vis moi, et ce qui serait à la fois thérapeutique pour moi et qui me permettrait de raconter une histoire aussi, mais d'écrire ce que je ressens, ce que je vis, ce que je pense, ce que je vois de l'extérieur, et c'est comme ça qu'est né mon premier roman. L'écriture, c'est vraiment arrivé un peu par hasard, on va dire. Mais par contre, aujourd'hui, ça prend une place dans mon quotidien, quoi. C'est quelque chose, si un jour je peux en vivre, je serais trop heureuse. C'est super compliqué, mais à la fois, quand je fais des salons de livres, quand je fais des séances de dédicaces, que je rencontre des personnes, que je peux parler de ma passion, de mes livres, je trouve ça tellement... Waouh, je suis à ma place, quoi, à ce moment-là. Est-ce que tu veux nous les montrer, tes livres? Ils sont juste derrière toi. Alors, du coup, le premier, c'est celui-là, qui s'appelle « Les fleurs poussent aussi dans les mauvaises herbes ». Donc celui-là, c'est mon premier roman que j'ai auto-édité, donc qui parle de... Je peux en parler? Oui, absolument, donc, tu peux le présenter. Qui parle donc de Colline, une jeune femme qui n'est pas bien dans son quotidien, mais qui a tout pour réussir, qui a une belle vie, des amis, un bon métier, tout ça, mais qui s'ennuie justement dans son travail, mais qui n'ose pas passer ce cap de faut que ça change, quoi. Et un jour, elle fait la rencontre d'un petit garçon dans la rue, qui lui dit « T'es méchante, madame ». Donc pour comprendre pourquoi, il faut lire le livre, bien sûr, mais ça va lui bouleverser son quotidien. Et elle va se dire, en fait, ça ne peut plus continuer comme ça. Donc elle prend la fuite, et elle s'en va, et elle va faire ce qu'on appelle du woofing. Elle va aider une vieille dame dans le Verdon, et en fait, elle va faire des rencontres, elle va faire des retrouvailles, et toutes ces personnes, en fait, vont lui permettre de retrouver le goût à la vie, et de redonner un sens
à ses priorités, justement. Voilà. Merci. Petite question, en attendant que tu nous partages ton deuxième livre, justement, Colline, elle rencontre beaucoup de personnes qui l'ont aidée. Est-ce que toi aussi, dans ton parcours, il y a des piliers là qui se sont élevés autour de toi pour te soutenir, des personnes qui ont été clés? Et ben, donc, en premier, j'ai mes enfants et ma compagne, ça c'est sûr. Ouais, Mais j'ai retrouvé une vraie relation avec mes parents aussi, par exemple. d'accord. Alors j'ai toujours eu une jolie relation avec eux, mais on s'est beaucoup rapprochés déjà quand il y a eu le confinement. Et là, d'autant plus en fait. Eux, ils sont tombés de très haut en fait quand ils ont vu mon mal-être. Ils n'ont pas compris ce qui m'arrivait, ils ne savaient pas comment m'aider. Mais du coup, on a énormément échangé, on a pu parler de ce qui se passait. Au début, c'était un peu plus dans le jugement. Et D'accord. puis, finalement, ils ont compris que ça allait vraiment pas en fait. Donc, oui, j'ai retrouvé mes parents. Et alors, il y a ma sœur aussi, mais elle, ça a toujours été, elle est toujours au courant de tout ce qui se passe dans ma vie en la première. Et pareil, ça a beau être ma petite sœur, elle est là, quoi. Et ça, c'est important, je trouve, parce que dans ces moments-là, on se rend compte des personnes qui sont vraiment importantes dans notre vie et ceux qui sont là et qui veulent être présentes, même si ça va pas bien, quoi. Et ça, c'est chouette. Et ça se compte sur les doigts d'une main, quoi, en vrai. Donc, après, il faut oser en parler, il faut oser partager. Moi, j'ai des amis aussi et c'est dur en fait de pouvoir leur mettre des mots et de leur expliquer ce qu'on est en train de vivre, de savoir si elles vont nous comprendre. Donc, j'ai pu échanger aussi avec elles, mais il y a vraiment eu la famille. Et ça, c'est trop bien. Et alors, moi je suis curieuse maintenant, le deuxième roman, Sa décision, Donc, le il est deuxième inspiré roman. aussi de ton vécu? Alors, celui-là, c'est de la fiction, mais je l'ai écrit en pensant très fort à une personne. D'accord. Alors, je peux pas spoiler trop de l'histoire, Non, mais non. c'est pareil, si on lit le livre, dans les remerciements, on comprendra très bien de qui je parle. Donc celui-là, en fait, il parle d'une famille qui vit sur Annecy, D'accord. donc des parents et deux adolescentes. Et un jour, les filles rentrent de l'école et leur maman n'est pas là. Donc plein de questions, qu'est-ce qui se passe, où est-elle, qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi, tout simplement. Donc dans le roman, en fait, on a trois récits. On a le récit de la mère, Florence, qui prend une décision, qui prend sa décision, justement. On va suivre tout son cheminement, mois par mois, jusqu'au jour J où elle prendra cette décision-là. On va suivre son journal intime, qui nous explique son état d'esprit, comment elle a fait pour en arriver là, quel est tout son questionnement, tout vraiment son cheminement pour en arriver là. Et on va suivre le père et ses deux filles, donc qui vont se retrouver tous les trois, sans la maman. Et ce papa qui est démuni face à l'absence de sa femme, qui va décider d'emmener ses filles en road trip, en fourgon aménagé, donc d'Annecy jusqu'en Bretagne. D'accord. Et à ce moment-là, il va leur dévoiler la vérité de pourquoi votre mère n'est pas présente auprès de vous. Donc c'est tout un... Il est assez bouleversant comme livre, mais je pense qu'il peut parler à beaucoup, beaucoup de personnes aussi. C'est ça. Mais du coup, je rebondis parce qu'on a beaucoup parlé de ton burn-out. Aujourd'hui, tu te dis guérie et j'en suis vraiment, vraiment ravie pour toi. Est-ce qu'avec du recul, avec le recul que tu as maintenant, tu dirais que ce burn-out, ça a été un cadeau pour toi? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Ouais. Le mot cadeau, ça dépend comment on l'interprète, mais à mon sens, vivre cette épreuve me permet de voir la vie complètement différemment aujourd'hui. M'a permis d'apprendre sur moi aussi. Ça m'a permis aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, ça me permet aussi de faire attention à moi, de me dire voilà, si aujourd'hui ça va pas, c'est pas grave. Tu feras un autre jour, tu feras un autre moment, tu feras autrement, mais c'est pas grave, force-toi pas, fais les choses que tu as envie. Moi, ça m'a appris à dire non aussi. Pour moi, c'était la grosse étape. Dire non, je savais pas faire. Clairement, mes enfants pouvaient me demander ce qu'ils voulaient, c'était très souvent qu'ils avaient ce qu'ils voulaient. Enfin voilà, dans le travail, on me proposait de faire des choses, même si j'avais pas envie, c'était oui, c'est pas grave, j'osais pas le dire non. D'accord. Aujourd'hui, je dis non. Si à partir du moment où je sens que ça me convient pas, c'est pas grave, on trouvera d'autres solutions, on fera autrement. Mais c'est pas grave, je dis non quand même. Bien, Et c'est ça, un sacré changement ça, parce que c'est pas facile d'apprendre à dire non. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui savent pas le faire. Et quand on sait faire, on se prend au jeu. Et franchement, c'est vraiment agréable. J'aime bien cette idée de le voir comme un jeu. Et oui, parce qu'en fait, on met l'autre
face à un non qui ne s'y attendait pas forcément, parce que les gens n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non aussi. Et ça permet de trouver d'autres solutions, de faire les choses différemment, de voir les choses différemment et de peut-être de les faire quand même, mais sous une autre façon. Ou de les faire à un autre moment et finalement ça convient très bien. De se rendre compte que la vie c'est pas tout de suite maintenant comme ça, voilà, ça évolue aussi en fonction de notre humeur, de notre état d'esprit. Aujourd'hui je vais peut-être dire non pour un truc, mais la même chose je vais dire oui le lendemain parce qu'à ce moment-là je serai apte à le faire ou j'aurai envie en tout cas. Et pouvoir dire non, ça a été le gros changement pour moi avec le burn-out, ça c'est sûr. Et c'est positif. Parce que du coup, aujourd'hui, je fais ce que j'ai envie. Alors bien sûr, on ne fait pas que ce qu'on a envie, mais je peux faire attention à moi. Et ça, je crois que c'est primordial en fait. C'est ça, c'est une nouvelle façon de te préserver. C'est ça. D'être vigilante par rapport à ta charge mentale, d'être vigilante par rapport à un emploi du temps, vigilante par rapport à tes engagements. C'est ça. Et moi, ce que j'ai appris avec le burn-out, c'est que si moi, je ne prends pas soin de moi, personne ne va le faire à ma place. Et c'est malheureux à dire, hein, mais même si on veut nous aider, c'est quand même nous-mêmes qui sommes face à nos situations où on n'est pas bien et il n'y a que nous qui pouvons changer les choses. Donc ouais, c'était un cadeau, pas sur le moment, Je m'en doute. mais aujourd'hui, je suis heureuse d'être sortie de cette épreuve-là. Je suis triste de voir qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont pas loin de l'être. Et c'est difficile parce qu'il y a la limite de pouvoir aider, de vouloir aider, de savoir comment faire. Et il y a la prise de conscience de la personne en face qui veut bien admettre qu'à ce moment-là, ça va pas. Et ça, c'est compliqué. Du coup, voilà, il y a vraiment ce truc où j'ai envie de pouvoir aider et de me dire ça m'a servi à moi, mais ça peut servir à d'autres. Mais voilà, il y a toujours ce truc, il faut que les gens acceptent l'aide aussi, et ça, c'est pas facile. Et justement, voilà, si tu étais en face d'une personne que tu as identifiée comme au bord du burn-out, quels seraient les conseils que tu lui donnerais? Parce que je pense que maintenant, tu as un œil, je pense que tu es en mesure d'observer certaines choses, et puis il y a un petit truc en toi qui dit « Ah, il se passe quelque chose là chez cette personne ». Je lui dirais de s'écouter, principalement. Il y a vraiment qu'elle s'écoute et qu'elle fasse une pause, qu'elle se dise « Ok, à ce moment-là, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui me plaît pas, qu'est-ce qui convient pas ?» De vraiment oser faire ce petit break, même quelques minutes, il n'y a pas besoin de faire un arrêt de travail, de se dire, voilà, aujourd'hui il y a ça qui ne va pas, et prendre ce temps, limite de checker à ce moment-là qu'est-ce qui ne va pas, et après il y a aussi oser, se dire, bon ça va pas mais c'est pas grave, je vais aller de l'avant, je vais oser le changement pour que ça aille mieux, et ça c'est pas facile non plus, tout le monde n'accepte pas forcément le changement. Et alors qu'en vrai, c'est beaucoup, c'est énormément positif. Ouais, c'est d'arriver et c'est peut-être dans ces moments-là de se mettre un petit coup de pied aux fesses, de se dire j'y vais quand même. C'est ça. Et moi, en l'occurrence, je sais que j'ai attendu le bout du bout et du coup, j'ai fait mon burn-out vraiment à 300%. Mais à ce moment-là, les mois d'avant, si je m'étais écoutée, j'aurais pu me dire ok, freine, ça va pas, qu'est-ce qui va pas? Bon, dans ce cas, je change. Je ne l'ai pas fait parce que c'est pas facile à se rendre compte, mais j'ai envie de pouvoir dire aux gens qui sont en face de moi, si ça va pas, il y a d'autres solutions, il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres façons de penser, tu peux te faire accompagner. Et ça aussi c'est pareil, on n'ose pas, mais en fait il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui sont là pour ça. Et trouver la bonne personne pour nous accompagner, c'est important. Une dernière petite question, est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu aimerais partager là, avec notre audience qui est là aujourd'hui sur ce sujet du burn-out? Il y a vraiment, voilà, pour moi le mot qui reviendrait c'est oser. C'est oser en parler, oser admettre que ça va pas, oser vous faire aider et oser le changement. Il y a vraiment pour moi, si on arrive à faire toutes ces choses-là, je ne vais pas dire que ça va aller mieux en un claquement de doigts, mais on est sur les bonnes pistes pour, en tout cas. On est sur la bonne piste pour faire attention à soi et mettre du positif dans sa vie. Oui, j'ai l'impression que finalement, ça revient à vraiment prendre soin de soi, faire attention à soi. C'est ça. Et être dans ce système, ces points-là sur oser, c'est
finalement, comment prévenir le burn-out, faire en sorte qu'il n'arrive pas. C'est ça. C'est ça, parce qu'au quotidien, il y en a beaucoup qui sont à pas grand-chose. C'est malheureux à dire et qui peut-être n'y passeront pas, ne vivront jamais le burn-out, mais peut-être qu'ils vont être sur la ligne tendue pendant des années, jusqu'à ce que, je sais pas, peut-être leurs adolescents partent à l'université et puissent souffler, par exemple, je sais pas. Parce que mine de rien, être parent, bah, c'est pas facile, avoir un travail à côté, c'est pas facile. Et tout ça englobé dans notre quotidien, faut le gérer. Et en fait, on est des êtres humains qui avons de la fatigue, nos envies, on a beaucoup de personnes qu'on entend dire c'est lundi, j'attends qu'une chose, c'est le week-end. Malheureusement, dans le quotidien d'aujourd'hui, moi la première, hein, le nombre de fois où j'ai eu ce refrain-là, vivement le week-end, et en fait, on n'est que lundi. Mais en fait, quand c'est le week-end, en fait, on fait plein de choses. Et puis dimanche soir, c'est déprimant, demain, c'est le boulot. Donc en fait, on profite à aucun moment de notre vie. Et il y a vraiment ce truc de prendre soin de soi. Merci beaucoup, Alice. Bah, merci à toi. Pour cette belle rencontre et tout ce partage d'expériences. Si on veut se procurer tes livres, où est-ce que ça se passe? Alors, ils peuvent être commandés dans toutes les librairies en France. D'accord. Voilà. Et ils sont sur Internet, à la Fnac, Amazon. Mais moi, je privilégie les libraires, les petits libraires du coin. On peut aussi me suivre sur mon réseau Instagram. D'accord. Donc, c'est Alice Beau Auteur. Et on peut m'écrire aussi et je peux envoyer avec plaisir des livres dédicacés, si ça fait plaisir ou pour offrir. D'accord. Mais voilà, ils sont disponibles tous les deux. Parfait, ok. Et écoute, encore merci pour ce temps. On a toutes les deux trouvé du temps dans notre calendrier. Oui, comme quoi c'est possible. Exactement, quand on veut, on peut. Exactement. Merci beaucoup, merci à Pilou aussi qui était là, une petite partie avec nous. Et à très bientôt. Et bah merci beaucoup. Et merci à notre audience d'avoir écouté jusque-là. On espère vraiment que les messages d'Alice vont résonner pour vous et vous apprendre aussi à oser. Voilà, planter ces petites graines pour vous et puis oser aller de l'avant, oser se prendre en main pour prendre soin de soi. Merci. Merci.